Good afternoon. Bon après-midi à tous et à toutes. Je convoque cette réunion. Alors, j'aimerais bien accueillir tout le monde à la réunion 19 du Comité permanent de la citoyenneté, de l'immigration et de la Chambre des communes. La réunion d'aujourd'hui se déroule en mode hybride. Donc, j'ai quelques détails administratifs que j'aimerais évoquer qui s'appliquent à ceux et celles qui se joignent à nous par mode virtuel. Donc, sur Zoom, veuillez cliquer le canal interprétation souhaité en bas de l'écran, soit marqué anglais ou français, et veuillez vous mettre en sourdine quand vous ne prenez pas la parole. Donc, encore une fois, pour ceux et celles qui se joignent à nous virtuellement, vous pouvez choisir le canal souhaité en bas de l'écran. Et pour ceux qui sont présents dans la salle, veuillez utiliser l'écouteur et choisir le canal désiré. Et je vous avertirai quand il vous restera seulement 1 minute d'allocution. Et je vais vous dire, il vous reste 1 minute. Non, 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 je blague. Mais bref, je vous avertirai de combien de temps il vous reste. Et attendez aussi que je vous nomme avant de prendre la parole. À titre de rappel, sachez qu'on a le service d'interprétation. On est chanceux de les avoir. Ils travaillent d'arrache-pied. Et je vous demanderai donc gentiment de ne pas vous entrecouper, sinon ça va être très difficile pour nos chers interprètes de faire leur travail. Bien évidemment, les commentaires doivent passer par l'entremise de la présidence et les prochains commentaires seront bienvenus et appréciés. Je plaisante encore une fois, mais s'il vous plaît, il faut passer par la présidence pour faire vos commentaires. Donc, pour les députés, si vous souhaitez prendre la parole, veuillez lever la main. Et merci de votre collaboration. J'aimerais accueillir chaleureusement M. Cram et M. Ho. Bienvenue. Je sais que vous allez apporter des commentaires utiles à notre conversation. Ensuite, oui. Donc, conformément à l'article 108.2 du règlement et de la motion adoptée le 16 septembre 2025, le comité reprend son étude sur le système d'immigration canadien. J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à notre témoin. Donc, virtuellement, se joignant à nous et à titre personnel, nous avons Audrey Macklin, professeur et titulaire de la chaire de droit de la personne à la faculté de droit de l'Université de Toronto. Bienvenue. Et votre micro est levé. Souvent, je commence à parler et j'oublie de vous le mentionner. Et bon, en tout cas, je vous le rappelle tout de suite. En personne, nous avons 2 personnes du centre de réfugiés, soit Eva Garcia-Turgeon, directrice des relations gouvernementales au Québec, et Alina Murad, directrice des relations gouvernementales au fédéral. Donc, chacun d'entre vous, les deux groupes, se verront octroyer 5 minutes pour l'allocution d'ouverture avant de procéder à des rondes de questions. Donc, je vais commencer en ligne avec Mme Macklin. À vous, 5 minutes. Merci. Merci de me permettre de m'adresser au comité. Mes remarques porteront sur l'entente Canada-États-Unis sur les tiers pays sûrs. La condition juridique préalable à l'accord est que les 2 pays soient des lieux sûrs pour demander et obtenir la protection des réfugiés. Si les États-Unis ne sont pas sûrs, le Canada viole la Charte et le droit international lorsqu'il renvoie des demandeurs d'asile aux États-Unis. Selon cet accord et la législation qui le met en œuvre, les États-Unis ne seront pas considérés comme un pays sûr s'ils renvoient des réfugiés vers des pays où ils ne seront pas à l'abri de la persécution ou de l'expulsion vers un pays où ils ont des craintes fondées d'être persécutés. C'est connu sous le terme de refoulement. Les États-Unis seront aussi dangereux s'ils soumettent des demandeurs d'asile à une détention arbitraire ou à des traitements violant les droits de l'homme sur leur territoire. Au milieu de 2023, la Cour suprême du Canada a estimé que les États-Unis n'étaient pas un pays dangereux à l'époque, en infirmant la conclusion du juge de première instance selon laquelle le demandeur d'asile pouvait être détenu arbitrairement dans des conditions abusives. La Cour suprême a nié que les demandeurs d'asile étaient détenus ou que les conditions de détention auraient pu être raisonnablement prévues par des autorités canadiennes. Si les faits ont changé, bien, les conclusions ne peuvent pas être valables à l'heure actuelle.
Donc, depuis janvier 2025, les États-Unis ont interdit toute demande d'asile à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Donc, c'est une violation directe de la Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés qui oblige les États à protéger les réfugiés à leurs frontières ou à l'intérieur de celles-ci. Un autre exemple, depuis janvier 2025, les États-Unis ont conclu des accords avec d'autres États vers lesquels ils enverront des demandeurs d'asile. Ces pays ne sont pas nécessairement sûrs. Donc, il s'agit des pays aléatoires. Il s'agit de pays qui ont été connus pour des violations des droits de la personne, soit le Soudan, Eswatini, l'Honduras, le Rwanda, pour n'en nommer quelques-uns. Ces demandeurs d'asile font face à des emprisonnements et sont victimes de violations et risquent d'être renvoyés dans leur pays d'origine où ils seront persécutés. Troisièmement, le gouvernement américain utilise désormais ces accords comme base pour rejeter les demandes d'asile aux États-Unis par un processus sans audience. Donc, ça fait partie d'une des nombreuses stratégies mises en œuvre par le gouvernement des États-Unis pour nier aux demandeurs d'asile un processus juste et on les met à risque d'une détention ou de renvoi. Concernant les conditions de détention aux États-Unis, je vais vous donner quelques exemples. La détention. Donc, la Cour suprême du Canada a trouvé que la détention n'était pas automatique et n'était pas abusive, mais un an après le début du deuxième mandat de M. Trump, la détention est désormais obligatoire et automatique pour les personnes considérées concernées par l'expulsion accélérée. Plus de 70 000 personnes sont détenues, ce qui représente une augmentation de 75 en un an. Plus de 90 de cette augmentation concerne des personnes, y compris des enfants, qui n'ont pas été condamnés pour des crimes. Les conditions de détention sont largement dénoncées comme violant les droits humains fondamentaux, soit des violences physiques, sexuelles, psychologiques, maltraitance des enfants, une alimentation insuffisante, etc. Il y a 38 personnes qui sont décédées dans les centres de détention pour immigrer aux États-Unis l'an dernier. Toutes les preuves mènent incontestablement à la conclusion que les États-Unis ne sont pas actuellement un pays sûr pour demander l'asile. Entre-temps, le gouvernement a redoublé les efforts pour faire respecter l'accord sur la protection des réfugiés et refuse d'expliquer publiquement pourquoi il continue à appliquer cet accord. Devant ces preuves accablantes que les États-Unis ne sont pas sécuritaires, les efforts visant à obtenir des comptes devant les tribunaux se heurtent à un mur. Donc, j'invite cette commission à demander au ministère de l'IRCC et au sous-ministre de justifier par des preuves le maintien de la désignation des États-Unis comme pays sûr pour obtenir la protection des réfugiés. Sans justification, le Canada doit se retirer immédiatement de l'accord sur la protection des réfugiés et réaffecter ses ressources au traitement sûr, régulier et ordonné des demandeurs d'asile au point d'entrée canadien le long de la frontière américaine. Merci beaucoup. Merci, professeur Macklin. Ensuite, qui prendra la parole pendant 5 minutes? Vous deux, d'accord. Donc, du centre de réfugiés, nous avons donc, allez-y. Madame Présidente, honorables membres, merci de cette occasion de comparaître devant vous aujourd'hui. Je m'appelle Alia Murad. Je suis directrice des relations du gouvernement fédéral et je m'exprimerai en anglais. Bonjour, je m'appelle Eva Gracia Turgeon et je suis directrice des relations avec le gouvernement du Québec et je m'exprimerai en français. De réfugiés, une organisation communautaire qui travaille quotidiennement avec les personnes demandeuses d'asile, qui est à la fois témoin du potentiel qu'elles représentent et des obstacles systémiques qui les empêchent de reconstruire leur vie en sécurité. Notre message aujourd'hui est simple. Le système d'asile canadien peut être à la fois efficace et humain si nous commençons à considérer les demandeurs d'asile comme un tout plutôt qu'un fardeau. Grâce à des changements de politique réalisables, le centre de réfugiés a constaté à quel point les inefficacités bureaucratiques ont un impact sur la vie des citoyens futurs. Les retards dans la délivrance des documents, l'inaccessibilité d'aide juridique, etc., continuent à entraver l'intégration des demandeurs d'asile.
La première priorité est de moderniser la délivrance de documents. Aujourd'hui, les demandeurs d'asile dépendent des documents papier qui sont souvent retardés, perdus, mal compris par les prestataires de services. Nous proposons d'adopter une carte d'identité sécurisée avec un code QR allant d'eau permettant de justement avoir accès au statut d'admissibilité, évaluation de santé, etc., selon un modèle utilisé en Suède. Cela réduirait considérablement les délais de traitement, l'envoi postal et redonnerait la dignité aux demandeurs qui accèdent aux services et accélérerait leur entrée sur le marché du travail. À l'heure actuelle, certains demandeurs attendent jusqu'à 2 ans pour obtenir un permis de travail, pas parce qu'ils sont admissibles, mais en raison justement des goulots d'étranglement administratifs. Ce retard augmente la pression sur les systèmes d'aide sociale et les refuges provinciaux, tout en privant l'économie de travailleurs prêts à travailler et qui sont prêts à contribuer. Les données montrent que les demandeurs d'asile gagnent déjà des revenus supérieurs à d'autres catégories de réfugiés. Et dans certaines provinces, c'est des migrants économiques. Donc, une documentation plus rapide signifie une intégration plus rapide. Nous devons aussi uniformiser l'accès à l'aide juridique pour les demandeurs d'asile partout au Canada. L'accès à la justice ne devrait pas dépendre de la province d'arrivée. Pourtant, les couvertures de l'aide juridique, les modèles de rémunération et la disponibilité des avocats mandatés varient considérablement. Au Québec, les barèmes d'honoraires manquent de réalisme et de flexibilité et dissuadent ainsi les avocats d'accepter des dossiers d'aide juridique. En Ontario, la rémunération à l'heure s'est avérée un succès. Le résultat est prévisible. Les demandeurs sont surfacturés, ils sont mal conseillés, ils sont exploités aussi par des tiers aux intentions douteuses et les gouvernements en paient le prix plus tard sous forme d'augmentation des appels, des contrôles judiciaires et des demandes abandonnées. Donc, une enveloppe financière fédérale provinciale à frais partagés associée à des modèles de rémunération normalisés améliorerait la représentation, réduirait les coûts en aval du système et appuierait les priorités d'IRCC, comme la mobilité des communautés francophones et rurales. Troisièmement, il est essentiel de préserver les mécanismes d'équité procédurale. Les données sont claires. Au cours des 9 premiers mois de 2025, le taux d'acceptation des demandes d'asile atteint 78 et seulement environ moins de 1 étaient des demandes frauduleuses. Seulement 30 des appels interjetés en 2024 ont été accueillis. Cela nous indique que la prise de décision initiale est généralement judicieuse. L'indépendance de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié n'ont pas des obstacles, mais bien sont protégés par la Charte. À développer des voies complémentaires qui permettraient aux gens d'arriver en toute sécurité sans risquer leur vie. Des programmes tels que le projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique démontrent que la protection et la contribution économique ne sont pas des objectifs concurrents. Les parcours complémentaires réduisent la pression sur le système d'asile, remédient aux pénuries de main-d'œuvre et permettent aux nouveaux arrivants de participer à la société plus rapidement. L'extension de ces parcours au domaine économique, professionnel et éducatif constitue une réponse pragmatique aux réalités humanitaires et à celles du marché du travail. En conclusion, le système canadien d'asile n'échoue pas parce que les demandeurs d'asile manquent de potentiel. Il vacille lorsque la bureaucratie retarde le travail, la stabilité juridique. Donc, Madame la Présidente, les recommandations devant vous sont pratiques et étayées par des années d'expérience sur le terrain. Elles permettraient de réduire la pression administrative, de respecter les obligations légales du Canada et de libérer l'immense potentiel des demandeurs d'asile qui apportent un potentiel à ce pays. Le Canada a la capacité. Donc, il faut reconnaître les talents et les contributions des demandeurs d'asile. En examinant ces recommandations, non seulement nos valeurs fondamentales en tant que pays seront respectées, mais celles des institutions essentielles aussi. Merci. Merci. Alors, merci à vous deux. Maintenant, je passerai à la première ronde de questions. Nous allons donner la parole à M. Davies. Vous avez 6 minutes. Merci, Madame la Présidente. Donc, je serai le premier lors de cette première ronde, très emballante. Donc, merci aux présentatrices. Merci de l'information que vous avez évoquée. J'aimerais creuser un peu le sujet. Du point de vue des réfugiés, avez-vous des données pour surveiller le nombre de réfugiés qui semblent s'être dissipés au pays? Est-ce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'ils sont passés?
Désolé, est-ce que vous pourrez éclaircir la question? Je vais vous donner un exemple. À Niagara Falls, pendant 18 mois, la plupart des chambres qui avaient été données aux demandeurs d'asile, ces chambres, ces personnes n'ont pas reçu de financement pour se loger, mais je me demande où ils sont passés, où ils sont rendus, ces gens. On aimerait bien pouvoir faire le suivi en termes de données, d'où est-ce que les personnes vont. C'est un objectif. On n'a malheureusement pas le financement en fonction de ça pour pouvoir le faire. Par contre, c'est sûr que nous, ce qu'on estime, c'est qu'habituellement, dans toutes les demandes d'asile qui sont faites, la moitié environ, ce sont des gens qui vont aller vers leur réseau, soit leur famille, soit des personnes qu'ils ont rencontrées dans le parcours migratoire. Et l'autre moitié, c'est celle qui va plutôt avoir besoin de passer à travers de l'hébergement, qui peut être gouvernemental selon le contexte provincial ou non. Nous, nos organismes, celui du Centre des réfugiés, il offre de l'hébergement. Donc, il a un programme d'hébergement transitoire et c'est une expertise d'hébergement transitoire. Oui, c'est une expertise qu'on a développée à l'organisme. Un des points aussi qu'on a mis dans ce mémoire ici, c'est qu'en fait, malheureusement, l'hébergement, il n'est pas assez financé et que l'expertise, elle est vraiment du côté du communautaire. De notre côté, on est en mesure quand même de faire cet hébergement-là 3 fois moins, le coût est 3 fois moins élevé que celui des hôtels fédéraux à l'époque dont vous mentionniez à Niagara. Merci. Alors, parlons de fonds de transition. Ça provient d'où, ce financement? Vous avez dit que ça relève de la compétence provinciale. In English. C'est le programme fédéral qui finance ce type de service-là, finalement, donc le Transitional Housing. Mais actuellement, c'est un financement qui ne se donne qu'aux provinces ou aux municipalités directement. Et c'est ce qui a servi à payer, par exemple, les hôtels. Donc, il n'y a pas de fonds fédéraux alloués à l'hébergement des réfugiés qui ont déjà été logés dans des chambres d'hôtel. Qui ont été I'll answer back in English. It's going to be easier. Je vais répondre en anglais, ça va être plus facile. Donc, des demandeurs d'asile qui ont déjà été logés dans des chambres d'hôtel, vous voulez dire après qu'ils ont été logés au cours des 18 derniers mois, il y a eu des milliers de réfugiés qui ont été logés dans des chambres d'hôtel. Mais ce que j'ai trouvé dans mon enquête, c'est que la plupart de ces réfugiés ont cessé de recevoir une allocation quotidienne pour le logement. Ils ont passé à d'autres hôtels, donc des chambres d'hôtel qui sont devenues des appartements. Donc, je me demande qui finance ces chambres et l'argent provient d'où? Donc, il y a différents systèmes en place. Il y a des fonds de provenance privée, il y a des organisations qui sont capables d'octroyer des fonds. C'est le cas du Centre des réfugiés. Il n'y a pas de financement provincial ou municipal. On trouve d'autres fonds pour être en mesure de financer ce logement et les logements de transition se trouvent sur une trajectoire qui permettent ensuite de servir de tremplin pour les réfugiés ensuite pour d'autres logements et qui payent pour l'appartement les demandeurs eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont le droit de travailler pendant cette période? Oui. Donc, tous les demandeurs d'asile ont un numéro d'assurance sociale? Oui. Est-ce qu'il y a des statistiques de réfugiés qui se sont dissipés dans l'économie, qui travaillent, qui ne passent pas par le processus de réfugiés? Vous voulez dire qu'ils ont abandonné leur demande de réfugiés? Il y en a qui ont abandonné leur demande et qui se servent de leur numéro d'assurance sociale. Ce n'est pas quelque chose qu'on a vu au centre de réfugiés jusqu'à maintenant. Pour le reste du Canada, peu importe les rapports auxquels on a fait partie, on n'a pas vu cela. Vous avez mentionné qu'il y a un retard bureaucratique. Selon vous, combien de temps ça va prendre pour régler le problème? C'est une question préalable. Donc, encore une fois, on va voir peut-être un flux de réfugiés en provenance d'Haïti. Est-ce que vous voyez que cela pourrait
poser un plus grand fardeau. Le problème du retard va toujours poser problème jusqu'à ce qu'on le règle, mais je ne peux pas vous donner un estimé de combien de temps ça va prendre pour régler. Je pense que l'IRCC serait mieux placé pour répondre à la question. Je ne dirais pas que l'afflux d'Haïtiens est vraiment préoccupant sur le plan de l'arriéré, dans la mesure où les conditions socio-économiques du pays d'origine continuent à les pousser à quitter leur pays. Il faut intervenir. Merci beaucoup. Nous allons passer au côté libéral pour une série de questions de 6 minutes. Nous accueillons des observateurs aujourd'hui qui travaillent justement sur le programme parlementaire. Monsieur Zouberi, vous avez 6 minutes. Merci Madame la Présidente. Merci à tous les témoins de s'être déplacés et également aux témoins sur Zoom. Professeur Macklin, vous parliez de l'entente de parties tiers avec les États-Unis. On a regardé les informations, on a vu ce qui se passe, la façon dont les gens de couleur, disons-le, sont souvent invités à prouver leur statut d'immigrant ou leur citoyenneté. On a vu ce qui s'est passé aussi à Minneapolis et les tragédies qui ont eu lieu. Alors, vous avez dit que la dynamique a changé. Alors, c'est évident. Alors, essayons de fouiller un petit peu plus ce qui s'est passé dans le cas des Canadiens qui auraient pu être touchés par ce qui s'est passé au cours des dernières semaines aux États-Unis. Merci pour cette question. Je ne pourrais certainement pas vous donner une réponse détaillée parce que nous ne savons pas pour sûr si des Canadiens n'ont pas été pris dans les filets avec cette campagne menée par les Américains pour expulser les non-citoyens. Et tout comme vous, bien, je suis uniquement ce qui est diffusé dans les médias. Il y a des Canadiens qui peuvent être détenus et qui disparaissent pendant un certain temps. Cela ne s'est jamais produit dans le passé. Je tiens à le souligner. C'est une période radicalement différente aux États-Unis. Désormais, c'est une action qui est racialisée et il y a des Canadiens racialisés qui ont été pris dans les filets et qui ont fait l'objet de cette campagne. Il y a des citoyens qui ont été arrêtés par erreur, par ICE. C'est arrivé souvent. Il y a en fait une unité de détention distincte dans les nombreux centres de détention dont on parle, où l'on détient les résidents américains, les citoyens américains. Et ils sont mis dans des lieux différents de l'établissement. Donc ce n'est pas un secret. Les Américains eux-mêmes ont pu être kidnappés, appréhendés de façon arbitraire et détenus. Bien, je vais m'arrêter un instant avant de continuer. Je vais poser la même question à Madame Morad et à Madame Gracia Turgeon. S'il vous plaît, juste ajouter des mots. Je pense que la professeure Macklin a bien résumé la situation. Il y a certainement des Canadiens qui ont été touchés, mais nous ne le savons pas. Pour ce qui est de l'entente et du retour aux États-Unis, évidemment, c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Et ce n'est pas forcément la solution la plus sûre. Donc, ce que vous nous décrivez, c'est ce changement de dynamique et la Cour suprême s'est penchée sur le cas en 2023 et les choses ont changé par rapport à ce moment-là. Oui, tout à fait. Vous pouvez en dire plus, madame, si vous le voulez.
Eh bien, le juge des faits dans la cause présentée devant la Cour suprême du Canada, dans le cas d'un des plaignants, risquait d'être renvoyé dans son pays d'origine. C'était une femme et elle a été détenue dans des conditions extrêmes. C'est le cas effectivement aux États-Unis où on baisse la température dans les cellules et on les fait geler. Pour les hispanophones, c'est un problème. Et donc, ça s'est produit régulièrement et il n'y a aucune raison que les demandeurs d'asile ne sont pas détenus de façon régulière. Et donc, les États-Unis sont, du fait même, devenus un pays qui n'est pas sûr. Et le Canada, évidemment, doit être au courant, en plus des cas exceptionnels, des anomalies et des événements qui peuvent se produire. Donc, en 2023, il y avait une certaine situation, mais tout est fondé sur le constat des faits. Et je n'ai pas besoin d'essayer de vous convaincre de suivre effectivement ce qui se passe là-bas. Les conditions d'avant ne s'appliquent plus, elles ont changé. Désormais, il n'y a plus d'événements aléatoires. Par exemple, un des décrets du présidentiel impose une détention obligatoire dans le cas de personnes sujettes à une expulsion accélérée et qui peuvent demander l'asile. Donc voilà, c'est une détention automatique, c'est un abus des conditions de détention pour les demandeurs d'asile et qui font l'objet de procédures accélérées. Vous avez mentionné, professeur, que actuellement les États-Unis déportent les gens vers le Soudan et d'autres pays. Et était-ce le cas en 2023 quand la Cour suprême a rendu le jugement que vous nous avez expliqué, quand ces pays tiers ont accueilli des personnes déportées par les États-Unis? Non. Dans la première période de Trump, il y a eu des ententes qui ont été conclues avec 3 pays, le Honduras, le Salvador et le Guatemala, des pays d'Amérique centrale, pour être des pays d'accueil des demandeurs d'asile. Et ces ententes ont été défaites par le président Biden, mais qui était en vigueur en 2023 quand le Canada a rendu la décision. Merci, M. Zuberi. Merci, professeur Macklin. Brunel Duceppe, 6 minutes. Merci, Madame la Présidente. Merci à nos témoins d'être ici avec nous aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois que j'aide des personnes qui sont sous le coup d'un renvoi et qui ont réussi à sortir de l'avion, des fois littéralement, là, ça m'est arrivé, mais qui étaient là depuis longtemps. Leur demande d'asile avait pris des fois 3, 4, 5 ans avant d'être traitée. Est-ce que c'est pas là parce qu'on est souvent en train de parler de difficultés pour se loger, difficultés pour avoir accès à de l'aide juridique, difficultés de financement pour les organismes qui s'occupent des demandeurs d'asile? Est-ce que le nœud du problème à la base, plutôt que d'essayer d'éteindre des feux tout le temps, ce serait pas les délais de traitement des demandes d'asile? Et si on parvenait déjà à réduire ça à un seuil qui a du bon sens, qui serait acceptable, est-ce que là, on ne viendrait pas régler beaucoup de problèmes? Oui, c'est un très bon point, en fait. Donc, les délais de traitement sont un enjeu majeur, puis que ce soit dans le processus de la demande d'asile en soi, où il n'y a pas simplement parfois des délais de traitement pour une partie, mais on reporte énormément d'items, que ce soit l'audience. Donc, il y a beaucoup de changements de dernière minute et toutes des communications qui se font par courriel. Donc, aussi, il y a une question de capacité de littératie pour les gens qui ne sont peut-être pas si technologiques. Mais au-delà de ça, quand on parle d'accès à la justice, ça en fait quand même partie. Donc, oui, il y a l'accès de l'enjeu des délais, mais l'accès à la justice puis à une bonne représentation fait aussi partie des problèmes des personnes, par exemple, que vous avez peut-être vu sur le terrain qui en sont arrivés à un renvoi. Parce que ce qu'on voit, c'est beaucoup de fraude. Donc, des personnes qui n'accèdent pas finalement à l'aide juridique, qui vont aller vers des représentants, des
des personnes qui sont moins adaptées ou tout simplement pas compétentes là, et qui vont faire un petit peu des envois en batch, là, donc qui vont faire du copier-coller, des demandes de copier-coller. Et à ce moment-là, ben, c'est sûr que la personne, elle va rapidement se retrouver vers un renvoi parce qu'elle n'a pas été bien défendue. Et c'est beaucoup plus coûteux de revenir en arrière puis d'essayer. Ben, vous en êtes conscient, c'est ça. Donc, oui, absolument. Je dirais que ces deux éléments-là sont en parallèle quand même. Ben, d'amener le dossier des consultants en immigration qui sont régis par aucune règle. Finalement, c'est le Far West. Et il y a beaucoup d'exploitation de gens qui sont complètement vulnérables. Et il y a carrément des réseaux qui sont mis en place. Et ça fait en sorte qu'effectivement, même si nous, on veut intervenir, s'il y a des fausses informations qui ont été mises de l'avant par le consultant ou la consultante, on se retrouve le bec à l'eau et c'est difficile d'agir à ce moment-là. Mais reste-t-il que les délais, ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose que je crois pourrait changer un game changer, comme disent mes amis de ce côté-ci de la rivière de l'Outaouais, des Outaouais. Est-ce que si on règle le problème des délais, parce que souvent le contexte va avoir changé. Si vous faites une demande d'asile il y a 2 ans et que finalement, 4 ans plus tard, elle est traitée, peut-être que la problématique qui vous a amené à fuir n'existe plus. Et à l'inverse, peut-être que vous faites une demande d'asile et le contexte dans le pays a changé et vous ne pouvez plus retourner dans votre pays depuis que vous êtes arrivé. Il n'y a pas là un élément évident de demander au gouvernement fédéral de mettre des sous pour réduire de façon rapide et radicale les délais de traitement des demandeurs d'asile? C'est sûr que c'est une demande que le secteur a fait depuis un certain temps. Puis notre collègue Audrey pourrait probablement aussi commenter là-dessus. Mais effectivement, le plus que les délais sont longs, le plus que la situation peut changer et qu'il va y avoir à ajouter du travail probablement dans le dossier de la personne, puis à s'adapter à une nouvelle réalité. Tout simplement. Ça, c'est sûr et certain. Puis c'est applicable dans le délai de traitement. Là, on parle de la demande d'asile, mais on a mentionné, nous, le délai de traitement des permis de travail. On a constaté, nous, au Québec, en 2024, que lorsque les délais de traitement des permis de travail étaient beaucoup plus raisonnables, puis on parle de 2 mois, mais il y a eu 60 moins de demandes d'aide sociale de la part des demandeurs d'asile. Donc, les gens ne sont pas là pour quémander. Les gens veulent travailler, les gens veulent être autonomes. C'est évident que ce qu'ils veulent, c'est que les délais soient le plus rapides. L'impuissance, le sentiment d'attente, c'est le pire sentiment pour les personnes demandeuses d'asile. Maintenant, dans votre allocution de départ, vous avez fait une proposition où le fédéral et les provinces et le Québec se partageraient une facture par rapport aux demandes d'asile. Est-ce que j'ai bien compris? Par rapport à l'aide juridique. Par rapport à l'aide juridique, OK. Oui. Mais sachant que les conventions internationales sont signées par le fédéral seulement, donc que les demandeurs d'asile, les réfugiés, c'est de juridiction strictement fédérale. À ce moment-là, je vois mal comment les provinces qui sont tributaires de la signature du gouvernement fédéral devraient payer une facture que le fédéral devrait payer en bout de ligne puisqu'il est le seul et unique responsable à ce moment-là. Peut-être, je ne sais pas, c'est une proposition par rapport à votre proposition, là, mais j'aurais aimé ça vous entendre par rapport à la répartition des demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire canadien, puisqu'il y a des provinces qui font vraiment pas leur part comparé à l'Ontario et au Québec, par exemple. Bien, d'abord, pour revenir sur le point de la répartition entre provinciale fédérale, c'est déjà un peu le cas dans les faits. Pas en théorie, dans le sens où, oui, le fédéral est celui qui doit pourvoir. Mais l'an dernier, en termes d'aide juridique, il y a eu un manque à gagner de 10 millions à l'ensemble du Canada pour le coût réel, en fait, de ce que ça coûtait en service. Donc, c'est les provinces, à ce moment-là, qui défraient ces coûts-là additionnels. Et ça, c'est parce qu'il y a ce besoin qui est présent. Et quand on dit que d'accéder à une meilleure représentation en amont, ça permet d'éviter des problèmes en aval, c'est la preuve quand même. Donc, au final, une entente qui serait peut-être plus claire, qui serait comprise des deux parties à ce niveau-là, pourrait peut-être permettre de mieux assurer en amont des services et une représentation juridique adéquate, ce qui n'est pas le cas malheureusement actuellement. Et c'est peut-être aussi une des raisons... Merci, Madame. C'est le temps. Merci, Madame Gracia Turgeon, et merci, Monsieur Brunel Duceppe. OK, next we have 5-minute rounds. Nous allons passer à une série de 5 minutes, Monsieur. Merci, Madame la Présidente. Je vais m'adresser à l'équipe qui se charge de l'accueil des réfugiés à Montréal.
Si je ne m'abuse, votre agence est financée par le gouvernement fédéral, n'est-ce pas? Non. En fait, nous avons un financement diversifié, privé. Nous avons des subventions également qui viennent de fondations. Et le gouvernement fédéral? Non, c'est tout privé. Nous en avons, mais ce n'est pas la majorité. Et vous êtes là depuis 2015. Vous avez existé depuis 2015. Est-ce que vous avez vu un afflux supérieur de réfugiés depuis ce moment-là? Est-ce que ça a augmenté dans le temps? Eh bien, je suis au centre depuis 4 ans et demi et je vous dirais que les afflux auxquels nous assistons sont stables. Personnellement, j'ai remarqué que chaque fois qu'il y a un changement de politique aux États-Unis ou dans les pays d'origine, qu'il y a des changements politiques des pays d'origine, nous voyons des changements sur le plan démographique. Alors, je ne sais pas comment vous suivez cela au niveau de l'agence, mais est-ce que vous pistez ce qui se passe du côté du taux de réussite, d'emploi des gens? Avez-vous des mesures que vous appliquez? Eh bien, effectivement, nous faisons un suivi, c'est nouveau. Nous avons un secteur au centre qui fait l'appariement entre les emplois et les réfugiés. Évidemment, nous voulons que les gens deviennent autonomes, c'est-à-dire qu'ils se débrouillent tout seuls. Généralement, nous voulons faire correspondre les réfugiés avec les emplois qu'ils peuvent occuper. Nous voulons qu'ils puissent se débrouiller dans une limite de 12 mois. Et je dois dire que le suivi est récent. Et quel est le pourcentage de gens qui n'y arrivent pas entre 6 et 12 mois? Très peu. Très peu, moins de 10%. Et pour ce qui est des langues officielles, le taux de maîtrise des langues, tout dépend évidemment de l'origine des gens. Évidemment, les Haïtiens parlent français. Ils peuvent avoir des problèmes d'alphabétisation, mais c'est relativement faible. Le Québec, évidemment, étant le français, et les réfugiés doivent apprendre cette langue en premier. Il y a des classes qui sont offertes, mais le temps d'attente est très long, plus de 6 mois. Au centre, nous offrons des classes en français et en anglais. Ainsi, la majorité, pour ne pas dire tous nos clients, finissent par parler les 2 langues. Donc vous avez parlé également des problèmes bureaucratiques, administratifs à Ottawa. Est-ce que vous essayez d'améliorer la coordination pour ce qui est des ressources? Est-ce que vous essayez de savoir ce qui vous attend sur le plan des afflux ou est-ce que vous naviguez dans le noir? Généralement, nous ne sommes pas au courant. Nous devons poser des questions. Nous naviguons à vue. Donc c'est difficile pour vous d'aller chercher cette information. Très bien. Donc, c'est la panique. Alors, je suis curieux. Si un réfugié se présentait à votre centre et était accusé d'un crime et que vous étiez au courant de cela, un crime commis au Canada, pas dans son pays d'origine. Est-ce que votre centre lui offrirait quand même des services? Eh bien, nous avons eu la chance de ne pas nous retrouver dans ce genre de situation et malheureusement, je ne peux donc pas vous donner une réponse fondée sur l'expérience. Mais si vous le saviez, par exemple, s'il y avait une inculpation au pénal, si quelqu'un était accusé de crime, est-ce que vous offririez le service? Évidemment, nous poserions beaucoup de questions d'abord, avant de prendre une décision. Ce serait difficile de savoir. Tout dépend de la gravité du crime aussi. Et si effectivement il a été prouvé. Par exemple, si c'est un crime, si c'est du vol ou de l'extorsion, est-ce que vous envisageriez quand même d'offrir le service? Encore une fois, je ne peux pas vous répondre. Malheureusement, ce seraient nos conseillers juridiques qui pourraient le faire. 30 secondes. Vous avez des ressources, vous pouvez recourir à des services juridiques pour cette personne. Eh bien, tout dépend évidemment de la clinique juridique qui va s'en occuper. Nous ne nous occupons pas forcément de fouiller dans les dossiers criminels des gens. Enfin, dernière question, vous offrez des services de défense au pénal pour les réfugiés? Merci, Madame Mourad. Nous passons maintenant pour 5 minutes, Monsieur Salman Zaid. Madame Salman Zaid, pardon.
Merci beaucoup de vos comparutions devant le comité. Je m'adresse à Madame McLean maintenant. Merci beaucoup d'avoir témoigné, Madame. Récemment, on a vu une érosion de l'appui public pour les audiences de l'immigration au Canada. De ce que vous parlez, vous avez décrit comme un consensus en matière d'immigration au Canada. Alors, que recommanderiez-vous que le comité propose justement pour travailler dans le sens de ce consensus, pour redonner confiance dans le système et pour aller chercher un appui public pour l'immigration au Canada et pour le rôle important que les immigrants peuvent jouer justement dans notre économie? You're on mute. Please thank you. Vous êtes en sourdine. Merci. Ça va maintenant? Oui. Merci de cette question. Bonne question. C'est une occasion en or pour faire preuve de leadership. Il y aura toujours des narratives anti-migrants dans le discours public. Ils sont là. Mais la bonne question est qui va les emprunter, qui va faire les efforts nécessaires pour contrer ces discours polarisants. Donc, j'encourage que l'on fasse un effort en aval de justement entreprendre les mesures nécessaires pour contrer la déshumanisation des non-citoyens et les allégations qui sont assez faibles comme prétexte. Par exemple, les nouveaux arrivants sont responsables de la pénurie de logements. Les nouveaux arrivants ne sont pas responsables de cette crise. Donc, il faut contester cela. Il faut réfléchir à comment on peut contrer, par exemple, le discours où l'on blâme les étudiants internationaux qui viennent ici pour étudier et travailler et demeurer dans des collectivités. Donc, c'est essentiel qu'on n'emprunte pas ces narratives anti-migrantes qui jettent le blâme sur les réfugiés ou les nouveaux arrivants qui sont en fait les responsables des problèmes sociétaux, mais plutôt démontrer un leadership et contrer ces discours. Je pense qu'on peut refaire l'exercice de contrer ces discours et surtout avec l'accord sur les pays sûrs, le gouvernement doit emboîter le pas et être alarmé par ce qui se passe aux États-Unis aux non-citoyens. Nous pensons qu'on est à l'abri et qu'on est meilleur dans nos attitudes, le traitement des non-citoyens. Je pense qu'il faut le démontrer en révoquant justement l'accord sur les tiers pays sûrs, investir des ressources dans l'Agence des services frontaliers, militariser, ne pas nécessairement déployer de l'argent pour militariser les frontières, mais plutôt veiller à ce que l'entrée au pays soit efficace et qui sert justement les besoins des Canadiens et de ceux qui cherchent à arriver au Canada. Merci de votre question. Madame Murad, voulez-vous rajouter quelque chose? Je pense que ma collègue a bien formulé la réponse et je n'ai rien à rajouter. Merci. On peut demander à Mme McLean aussi de commenter, mais comment peut-on justement équilibrer le système d'immigration sans nuire à nos obligations internationales et protéger ceux et celles qui font face à la persécution et les protéger? J'aimerais qu'on attire l'attention sur une des recommandations que nous avons évoquées aujourd'hui, c'est-à-dire des avenues complémentaires. L'idée derrière cela, c'est d'empêcher à ce que les gens risquent leur vie pour arriver au Canada. Également, permettre à ces gens de les jumeler avec des occasions, des débouchés sur le marché du travail. Donc, ce serait un accord mutuel qui limiterait le danger et le traumatisme auxquels font face les immigrants. Madame McLean, voulez-vous renchérir? Deux choses, oui. On pourrait actualiser le programme de parrainage. Ce n'était pas seulement bon pour les réfugiés, c'était bon pour les Canadiens, c'était très bon pour le Canada. Et ce gouvernement a coupé justement le nombre de parrainages offerts. Je pense que ce serait une bonne occasion de reprendre ce programme. De plus, comme je l'ai dit, le gouvernement peut songer à investir suffisamment dans notre système d'asile plutôt que ce soit un problème d'arriérage, que cela devienne
un système qui fonctionne. Et je comprends la préoccupation. On ne contrôle pas ce qu'il arrive dans le monde qui font en sorte que les gens sont forcés à chercher un statut d'asile. Et on ne peut pas contrôler le nombre de personnes cherchant justement un réfugié au Canada. Mais ce n'est pas la faute de ceux et celles qui se trouvent dans cette situation et ce n'est pas une faiblesse du Canada, ce n'est pas un échec de la souveraineté. C'est une situation qui nécessite une certaine créativité, une flexibilité et d'adaptation compte tenu des circonstances mondiales. Merci, Mme Zaïd. Merci, Mme McLennan. Brunel Duceppe, c'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Quels seraient les principaux défis pour des organismes comme le vôtre qui viennent en aide aux demandeurs d'asile actuellement? Outre peut-être le financement, je comprends, mais est-ce qu'il y a d'autres défis importants pour des organismes comme le vôtre? Bien, dans les propositions en fait qu'on fait, c'est sûr que la question de la documentation, c'est un défi majeur. Donc, l'obtention des documents, on a parlé des délais, mais peut-être pas juste dans le cas des délais, mais aussi la reconnaissance de ces documents-là. Donc, oui, notre système d'immigration est un petit peu complexe. On en convient. Mais le manque de connaissances puis le roulement de personnel dans différentes institutions gouvernementales, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les écoles, et le fait que tout change très rapidement pour ces gens-là, puis pour eux, être en capacité de se mettre à jour, faisant ainsi que finalement, beaucoup de gens se font refuser des services auxquels ils ont normalement accès, mais en raison de la méconnaissance, puis le fait que ces documents-là ne soient pas uniformalisés vraiment ou qu'il y ait comme beaucoup de différents petits documents qui s'ajoutent les uns sur les autres, ce qui pourrait être solutionné par une carte, justement, avec un code QR qui rassemble tous ces documents-là. Ça, c'est une chose qui est un obstacle majeur, si on le constate, qui fait que des fois, on doit très souvent accompagner les gens à leur rendez-vous pour s'assurer qu'ils vont avoir accès aux services auxquels ils ont normalement droit. Les systèmes qui existent déjà, comme vous l'avez précisé, en Suède, donc on s'inspirait de ce qui se fait de mieux dans le monde. Est-ce que vous avez beaucoup de clients, je ne sais pas, en tout cas, certains appellent les gens comme ça, les clients qui ont été exploités par des groupes criminels organisés pour la traversée irrégulière de la frontière? Est-ce que vous le sentez de plus en plus? On parle beaucoup de réseaux qui exploitent, entre autres, la communauté haïtienne qui doit fuir parce qu'ils vivent dans la peur aux États-Unis? Au centre, on n'a pas nécessairement vu ces exemples-là. Par contre, on en a entendu 30 parler. secondes. Puis, c'est définitivement quelque chose qui fait du sens, qui se passerait plus avec la fermeture du chemin Roxham. Donc, plus on ferme les frontières, plus on empêche l'accès, plus à ce moment-là, on vulnérabilise les gens et on les pousse vers des recours qui sont pas ceux qu'ils auraient pris normalement, mais des derniers recours pour pouvoir quand même accéder à. Donc, oui, je veux dire dans le sens où c'est pas par expérience, mais ça existe, effectivement. Merci. Merci. Merci à Mme Gracia Turgeon et merci M. Brunel Duceppe. Now we have 5 minutes for Mr. Redecom. Monsieur Redecom, 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Merci aux témoins de leur présence. Madame McLennan, je voulais rebondir sur le commentaire d'un de mes collègues. Par exemple, il y a eu un tribunal, il y a eu un procès qui a commencé le mois dernier pour le meurtre d'un couple effectué par un étudiant d'origine indienne. Donc, si quelqu'un comme lui décide de demander un statut d'asile, est-ce qu'il serait admissible de faire leur demande ou bien ils seraient déportés s'ils ont commis un crime? Vous êtes en sourdine. Bon, je pense que je vais m'habituer. Selon la loi canadienne, à l'heure actuelle, cette personne serait inadmissible justement à demander un statut. Donc, on l'a vu en Colombie-Britannique le mois dernier. Il y a une douzaine de personnes qui ont été accusées d'extorsion à Surrey et certains d'entre eux ont demandé l'asile. Si ces gens sont accusés, ils sont inadmissibles, mais ils n'ont pas été jugés encore, mais dans le cas de ces 12 personnes, ces personnes craignaient de ne pas être en mesure d'avoir accès justement au processus. Est-ce que c'est juste de leur permettre de faire ça? Je ne pense pas qu'ils n'ont pas le droit de faire la demande, mais ils seront inadmissibles. S'ils sont jugés, s'ils vont faire l'objet d'accusations, ils ne seront pas admissibles. Mais ces gens vont être protégés au Canada pendant le processus. Est-ce que vous croyez que c'est juste à l'égard des autres habitants du Canada?
Une fois accusés, ces gens feront l'objet d'un procès. S'ils sont trouvés coupables, ils deviendront inadmissibles au processus de demande d'asile. Je ne pense pas que ça va prendre des années à ce qu'ils deviennent admissibles ou pas. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour les juger concernant l'extorsion. Selon vous, bon, creusons le sujet. Mettons que ces gens deviennent inadmissibles. Selon vous, est-ce que ces gens, d'habitude, quittent le pays? Si les gens sont trouvés coupables de crimes, ils sont fort probablement déportés parce qu'ils sont emprisonnés. Bon, si ils sont détenus, ils font l'objet de déportation. Donc, la date où ils sont libérés du centre de détention. On sait que l'Agence des services frontaliers ne peut pas déporter tout le monde. Selon vous, est-ce que les gens attendent jusqu'à leur déportation ou bien volontairement ils quittent le pays? Dans cette situation que vous décrivez, si quelqu'un est détenu par les autorités d'habitude, on priorise les gens qui sont accusés ou qui sont détenus pour des crimes. Bien, ils ne sont pas libérés. Souvent, ces gens vont être détenus par les services d'immigration et ils ne seraient pas détenus dans un centre de détention, une prison habituelle. C'est le genre de personnes qui seraient fort probablement déportées. Il n'y a pas très si longtemps, il y avait 34 000 personnes qui avaient ce statut, qui n'avaient pas encore été déportés. Qui avaient quel statut? Des gens qui devaient être déportés, mais qui ne l'étaient pas encore. Les gens qui doivent être déportés, bon, ça, c'est une catégorie assez vaste qui inclut des personnes qui n'ont pas nécessairement reçu une sentence, mais c'est des gens plutôt qui n'avaient pas de statut en tant que tel. Mais un des défis de ces 34 000 personnes, c'est que le Canada, comme bien des pays, n'a pas de contrôle de sortie, la sortie du pays. Le gouvernement pourrait évoquer qu'il y a 34 personnes qui doivent être déportées, mais ce que le gouvernement ne sait pas, habituellement, combien de ces gens ont déjà quitté de leur propre chef, parce qu'ils ne vont pas nécessairement faire le point avec ces gens. Donc, je vais vous interrompre. Alors, pensez-vous que le gouvernement devrait surveiller qui quitte le pays? Je ne sais pas si c'est quelque chose de faisable, de réaliste. À l'heure actuelle, on va tout simplement surveiller ceux qui quittent le pays par la voie Canada-États-Unis. Mais ce n'est pas nécessairement possible pour le Canada de surveiller ces gens. Vous dites qu'on n'a pas la capacité ou la technologie pour le faire. Est-ce que c'est nécessaire, selon vous? Le fait est que je n'ai pas une opinion très forte à ce sujet-là. Si le Canada veut investir dans la technologie pour déceler qui quitte le pays par la voie des aéroports ou par les frontières terrestres, c'est possible de le faire, mais est-ce que le financement ou l'investissement vaut la peine? J'y ai pas réfléchi suffisamment pour me faire une idée et vous donner une réponse claire. Merci, professeur Macklin. Merci, monsieur Adcock. Donc, ça met fin à cette ronde de questions. Nous allons accorder 5 minutes à Mme Zaid. Monsieur Zubery, pardon. Merci, Madame la Présidente. Bon, je vais adresser ma question au Centre des réfugiés. J'ai quelques questions pour vous. Madame Murad, je sais que vous avez parlé de narrative, à quel point c'est important d'avoir un discours positif ou d'un discours exact concernant les immigrants, les réfugiés. Vous avez répondu à ma collègue Zaid, au sujet de ces discours. Mais j'aimerais rebondir sur la question des contributions. Parlons des contributions qu'apportent les réfugiés, que les demandeurs d'asile apportent au Canada et à notre société. Oui, merci de la question. Quand on parle des contributions des réfugiés, on parle des contributions à la main-d'œuvre. Les réfugiés ou les demandeurs d'asile soutiennent le Canada en payant leurs impôts, en travaillant ici. Les demandeurs de refuge, d'asile de réfugiés au Québec
sont des contributeurs économiques. Les réfugiés vont apporter de nouvelles perspectives, de nouvelles cultures au Canada et c'est tout à fait un avantage pour le Canada. Une histoire que vous connaissez peut-être, c'est Peace by Chocolate. Donc, la paix par l'entremise du chocolat. Donc, on sait que tout le monde aime le chocolat, on s'entend là-dessus. Bon, j'ai entendu cette anecdote à plusieurs reprises à Montréal. Et c'est quelque chose qui interpelle les gens d'un océan à l'autre. C'est quand même une entreprise qui est très connue. Bon, revenons un petit peu en arrière. Imaginons comment est-ce pour une personne de chercher les ressources et d'approcher votre bureau? Pouvez-vous nous parler de l'énergie et de qu'est-ce qui se passe dans la situation où les gens vous approchent pour la première fois? Et comment vous leur faites comprendre le système? Vous les aidez à gagner la confiance dans le système canadien? Parlez-nous un peu de leur expérience, l'énergie et comment vous les aidez véritablement au fur et à mesure de leur expérience et comment vous les éduquez. Bon, pour ce qui est de l'énergie change, bien sûr. Ça passe d'une certaine excitation. Les gens sont très emballés d'arriver au Canada. C'est un terrain d'opportunité, mais ils sont un petit peu nerveux. Ils traînent aussi avec eux leur traumatisme. Parfois, les gens ont du mal à se débarrasser de certains sentiments comme la paranoïa. Mais la façon dont on aide ces gens, bon, on les aide par l'entremise d'ateliers pour leur faire comprendre le système, le fonctionnement de notre système. Et bien évidemment, il y a des barrières et on essaye justement de surmonter ces barrières comme la littératie numérique, comment naviguer en ligne. Donc, on a des gens au centre on va leur montrer comment ça fonctionne. Et l'objectif est justement de leur offrir des avantages et de leur faire voir que le verre est à moitié plein. Donc, s'agissant des services comme le logement. Vous avez parlé sur l'aide juridique, d'autres services. Comment est-ce que vous assistez avec les clients d'accéder à ces services ou d'autres services? Pour ce qui est de l'hébergement en particulier, en fait, au Québec, on a la chance d'avoir un organe qui est un peu un welcome center qui n'est pas dans toutes les autres provinces. Donc, on a le PRIDA qui offre quand même le moment initial d'arrivée pour les demandeurs d'asile avec certaines restrictions, malheureusement, qui font que pas tout le monde peut y accéder. Mais la base, c'est quand même de leur offrir cet hébergement-là jusqu'à leur premier chèque d'aide sociale. Puis ensuite, nous, au centre, ce qu'on offre, c'est de l'hébergement transitoire à travers des appartements en colocation un peu partout sur l'île de Montréal pour un 6 mois. Donc, les gens vont pouvoir profiter de ce service-là pour avoir un historique de crédit, parce que bien souvent, c'est un problème. Donc, les propriétaires ne veulent pas louer un appartement à une personne migrante qui est arrivée qui n'a aucun historique de crédit, qui n'a pas d'antécédent avec un autre locataire ou propriétaire. Donc, c'est pour leur donner un petit peu ce 6 mois-là, finalement, d'expérience de colocation, mais aussi d'expérience de crédit. Et ensuite, on les accompagne en parallèle dans notre processus de recherche d'emploi. Pour que quand ils quittent, finalement, l'appartement pour leur propre appartement, ils soient aussi en mesure de le payer avec leur emploi. Donc, à ce moment-là, ils ont vraiment tous les outils pour être autonomes et pouvoir participer pleinement. Merci, Madame Garcia-Turgeon, and thank you, Mr. Zuberi. Merci, Monsieur Zuberi. Ça met fin à notre premier panel d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais remercier les témoins d'aujourd'hui de nous avoir accordé leur temps. Merci de vos contributions importantes à l'étude d'aujourd'hui. Nous allons suspendre la séance pour 5 à 10 minutes afin que nous puissions permettre aux témoins de quitter. Nous sommes de retour. Just to let everyone know, just because a few people mentioned this to me, we will have nous devons nous arrêter à 18h30. Alors, ne vous inquiétez pas si vous devez vous rendre ailleurs. Je vais faire quelques remarques pour nos nouveaux témoins. Pour ceux qui sont sur Zoom, Monsieur Holman, veuillez cliquer sur l'icône du microphone pour activer votre micro et vous mettre en sourdine si vous ne parlez pas. Et par ailleurs, au bas de l'écran, vous verrez qu'il y a la possibilité de choisir le canal d'interprétation, anglais, français ou le parquet. Et pour ceux qui sont en salle, vous pouvez utiliser l'écouteur et choisir le canal désiré.
Par ailleurs, comme toujours, je vais vous donner la parole nommément et vous devez adresser toutes vos remarques à la présidence. Je suis maintenant heureuse d'accueillir nos témoins du deuxième panel, le deuxième groupe, Christopher Worswick, professeur d'études économiques à l'Université Carleton. Bienvenue. Par visioconférence, nous avons de l'Immigrant Services Society of British Columbia, Jonathan Oldman, directeur général, et enfin, et non des moindres, du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, le directeur exécutif qui est Luc Bonaventure Amoussou. Bien. Alors, vous aurez chacun 5 minutes pour vos déclarations liminaires, après quoi nous passerons aux questions. J'invite maintenant professeur Worswick à prendre la parole. Vous avez 5 minutes. Un micro coupé, désolé. Je suis professeur d'économie à l'université de Carleton. Je m'intéresse à l'immigration et je tiens à remercier le comité de m'avoir invité à lui parler de ce sujet, c'est-à-dire les processus d'immigration au Canada. C'est un sujet vaste. J'ai 5 minutes. Je vais essayer de me concentrer sur les questions les plus pressantes en matière de processus d'immigration économique, surtout la sélection des immigrants. Depuis la fin des années 1960, le Canada applique un modèle de sélection fondé sur le capital humain et plus précisément, nous choisissons des demandeurs principalement économiques qui possèdent le niveau d'éducation et la maîtrise linguistique, peut-être pas la première année après leur arrivée au Canada, mais après un certain délai raisonnable. J'ai co-signé une étude de 2025 dans le Canadian Journal Economics et j'ai soutenu que pour maximiser le bien-être économique mesuré par le PIB par habitant, il faudrait sélectionner les candidats dont les revenus, 10 ans après leur arrivée au Canada, devraient être supérieurs à la moyenne de la population. Alors, de façon générale, on peut dire que c'est ainsi qu'on pourrait traiter l'immigration économique. Est-ce que cela est possible? Je pense que oui, si on s'y met sérieusement, si nous examinons les candidats à l'immigration et les classons selon les facteurs tels que leur niveau d'éducation, leur maîtrise de la langue, et si nous approfondissons les qualités clés de leur formation, comme le domaine d'études, nous obtenons de bien meilleurs résultats. Nous pourrions nous retrouver avec un nombre d'immigrants plus faible, mais qui réussissent davantage. C'est plus ou moins ce que nous faisons, mais je crois que nous n'en sommes éloignés au fil du temps. Le système de sélection par catégorie permet au gouvernement de ne plus donner la priorité aux immigrants les plus rémunérés afin de poursuivre d'autres options politiques. De même, l'augmentation du nombre de candidats provinciaux, trop souvent axés sur les immigrants économiques peu qualifiés, est un autre exemple que nous nous éloignons de notre ancien modèle. Si le bassin potentiel de personnes souhaitant s'installer au Canada est énorme, il existe des obstacles majeurs à l'établissement et beaucoup de ces gens ne possèdent pas les compétences linguistiques voulues. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, l'idée fondamentale en économie est celle du choix dans un contexte de rareté. Nous devons commencer à considérer les candidats principaux hautement qualifiés comme une ressource rare. Je pense que c'est seulement ainsi que nous comprendrons que la superposition d'autres objectifs politiques, par exemple les objectifs des francophones hors Québec, ou l'incitatif de vivre dans de petites communautés, dans les cadres de programmes provinciaux, de nomination, nous éloignent de notre objectif fondamental qui est d'augmenter le PIB par habitant, et ça coûte à notre économie. Alors, je voulais vous livrer quelques analogies. Souvent, le Premier ministre se sert d'analogies du hockey. Alors, je vais essayer de limiter. À l'approche des Jeux olympiques d'hiver, imaginons que nous ayons décidé que l'équipe féminine de hockey ne soit pas composée des meilleures joueuses, mais plutôt des meilleures joueuses disponibles, tout en veillant à ce qu'au moins une joueuse provienne de chaque province. Alors, ce pourrait avoir un intérêt, car ces femmes seraient d'excellents modèles au sein de leur communauté.
Mais on se rend compte que cela réduirait probablement et considérablement les chances de remporter la médaille d'or. Mais ce n'est pas le cas. Je dirais qu'il faudrait fonctionner de la même façon dans le cas des candidats des provinces. Que se passerait-il si le gouvernement du Canada voulait que les joueurs de baseball soient bilingues? Ce serait difficile, plutôt que de parler l'anglais et l'espagnol. Cette politique aurait certainement un effet considérable limitant le choix des joueurs des Blue Jays. Nous n'avons pas de discussions significatives sur cela. Mais ce n'est pas dans le même esprit que nos objectifs francophones à l'extérieur du Québec. Peut-être qu'on pourrait réduire des fractions de non-francophones et cela pourrait avoir un impact sur la communauté. Et nous devons nous éloigner des demandeurs allophones ou anglophones. Il faudrait se concentrer uniquement sur ceux qui pourraient atteindre des revenus supérieurs à la moyenne dans les 10 ans. Tandis que nous tendrions vers ces objectifs, nous aurions une réduction des immigrants. Et il faudrait faire des compromis. Merci, professeur. Je vais maintenant céder la parole à M. Oldman de Immigrant Services Society of British Columbia. Je vous en prie. Bonjour, Madame la Présidente. Merci aux membres du comité. Alors, je suis PDG de l'Immigrant Services Society of BC, membre fondateur de l'initiative le Canada auquel nous croyons. Et je suis immigrant de première génération. Depuis 50 ans, mon mouvement aide les nouveaux arrivants à se bâtir une vie au Canada. Des milliers de personnes font appel à nous pour trouver du travail, s'installer et améliorer leurs compétences linguistiques. Nous faisons partie d'un secteur d'établissement dynamique, ancré dans les communautés. Aujourd'hui, pendant que nous sommes collectivement confrontés à l'incertitude et au scepticisme, nous avons face à nous un discours public qui est passé d'un débat sain fondé sur un consensus sous-jacent à une rhétorique de plus en plus clivante, fondamentalement axée sur les thèmes du contrôle de la sécurité. Et notre système est trop souvent présenté comme défaillant. Les pressions exercées sur les infrastructures sociales sont souvent présentées de façon simpliste et attribuées de manière inexacte et exclusive à l'immigration. Nous assistons même à l'importation d'un discours anti-immigrant provenant de l'extérieur du Canada qui sape nos valeurs et cible nos communautés. Les données sur l'opinion publique montrent une baisse de confiance dans la capacité économique et sociale, le soutien aux réfugiés et l'intégration des nouveaux. Cependant, la recherche montre que plus de gens connaissant les faits liés à l'immigration, moins ils s'en inquiètent. Fondamentalement, les Canadiens croient en l'impact positif de l'immigration. Alors, que manque-t-il pour que les Canadiens reprennent confiance? Pour beaucoup d'entre nous, il s'agit de raviver une vision positive de l'immigration qui réaffirme à quel point une stratégie d'immigration réussie est essentielle à la prospérité, la diversité et la viabilité. Près de 200 organisations issues de sociétés civiles, du monde des affaires et des communautés de partout au pays ont approuvé l'appel « Le Canada » auquel nous croyons en faveur du renouvellement de cette vision. Celle-ci s'appuie sur 5 principes clés. D'abord, des programmes d'immigration plus clairs, plus rationnels, qui stimulent la croissance économique. Aujourd'hui, notre système est confus et fragmenté. En Colombie-Britannique, par exemple, où l'immigration et la croissance démographique sont plus lentes, la demande de main-d'œuvre devrait dépasser l'offre de près de 170 000 personnes au cours de la prochaine décennie. Une coordination pan-gouvernementale pour aligner l'immigration sur les tendances démographiques et la demande de main-d'œuvre et pour garantir les investissements communautaires nécessaires vient en second plan. Aujourd'hui, nous traitons encore des questions comme des sujets distincts, tandis qu'elles sont étroitement liées. Le rejet des discours anti-immigration, en troisième lieu, divise et sont contraires à la réalité. Au Canada, nous parlons plusieurs langues et venons de nombreux endroits différents. Quatrièmement, le renouvellement de notre engagement envers des programmes humanitaires solides et qui continuent de transformer des vies et de maintenir notre réputation à l'international.
Aujourd'hui, trop de Canadiens ne comprennent pas bien comment fonctionnent les différents flux de réfugiés, comment nous atteignons nos objectifs et remplissons nos obligations, et comment le soutien aux réfugiés rassemble les communautés. Enfin, cinquièmement, les mesures transparentes du succès qui établissent correctement les impacts économiques, sociaux et mondiaux, ainsi que les résultats communiqués aux Canadiens. Le succès, défini principalement en termes de nombre total d'arrivées et de taux de population, n'est plus suffisant. Lancé en avril dernier, notre appel est aujourd'hui encore plus urgent. Au cours de ces audiences, vous avez entendu différentes suggestions de politique. Cependant, vous avez également entendu d'autres, ainsi qu'un nombre croissant de voix dans les médias, les milieux politiques, les milieux d'affaires, affirmer que le moment est venu d'engager un débat plus large sur l'immigration. Nous entendons également cela dans les conversations quotidiennes avec les Canadiens. Nous invitons le comité à formuler 2 recommandations de base. Premièrement, transformer le processus actuel du plan des niveaux en une approche pan-gouvernementale et pan-sociétale qui coordonne et harmonise tous les éléments stratégiques et toutes les parties prenantes. Et deuxièmement, adhérer aux 5 principes du Canada auxquels nous croyons comme base d'une vision renouvelée. Le moment est venu de prendre un nouveau départ. L'avenir du Canada en dépend. Enfin, permettez-moi de vous parler d'Ebrahim, un jeune réfugié yéménite qui bénéficie d'une protection au Canada. Présenté sous un certain angle, ces quelques mots à son sujet peuvent susciter des images et des jugements. Ce qu'il convient de savoir également, c'est qu'il est développeur de logiciels, entrepreneur en herbe et bénévole au sein de sa communauté. J'ai tout laissé derrière moi, m'a-t-il dit. Mais je crois que le Canada peut être un endroit où je peux reconstruire ma vie. Eh bien, nous devons à Ebrahim une vision tout aussi positive que la sienne. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Holtman. Enfin, nous allons entendre Monsieur Moussou. Vous avez 5 minutes. Madam Chair, members of the committee. Madame la Présidente, membre du comité, je m'appelle Luca Moussou, je suis directeur du Centre économique Immigrant Working Centers et vice-président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. C'est un honneur pour moi de comparaître devant vous au nom de la ville d'Hamilton et de l'Immigrant Working Center, une organisation qui soutient les nouveaux arrivants depuis plus de 38 ans. Je m'adresse à vous aujourd'hui non seulement en tant que dirigeant du secteur de l'établissement, mais aussi en tant que personne qui a vécu l'histoire canadienne de l'immigration. Avec plus de 25 ans d'expérience en mobilité internationale au sein du HCR, de l'Organisation internationale pour les migrations, je peux affirmer avec confiance que le Canada demeure l'une des destinations les plus accueillantes et les plus attrayantes au monde. Du point de vue de l'IWC, l'immigration est bien plus qu'une réussite sociale. C'est une nécessité économique pour le Canada. Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, l'immigration représentera près de 100% de la croissance de la population active du Canada d'ici 2030. Et d'ici 2032, elle devrait représenter 100% de la croissance démographique du pays. Pour Hamilton, comme pour le reste du Canada, l'immigration n'est pas une option. Elle est essentielle à notre avenir économique. La question aujourd'hui n'est donc plus de savoir si le Canada peut accueillir les nouveaux arrivants, mais plutôt comment nous les accueillons. Comment nous veillons à ce qu'ils ne soient pas tenus responsables de défis sociétaux plus larges et comment nous favorisons leur intégration dans nos communautés et sur le marché du travail. Or, notre capacité à soutenir efficacement les nouveaux arrivants est mise à l'épreuve. Bien que la stabilisation des niveaux d'immigration annoncée en novembre 2024 soit compréhensible, les compressions budgétaires introduites en avril 2025 ont mis notre secteur et nos clients sous une pression immense. Ces réductions ont affaibli des services essentiels et accentué les difficultés en matière de santé mentale chez les nouveaux arrivants déjà confrontés à l'incertitude, à la séparation et au stress financier. Soyons clairs, l'immigration est permanente, le financement qui soutient l'intégration doit aussi être permanent. Le financement basé sur des projets crée des
vide, un roulement du personnel et une instabilité des services. Les services essentiels ne peuvent pas dépendre de projets pilotes à court terme. Nous recommandons fortement de revenir à des cycles de financement quinquennaux pour le secteur de l'établissement, ainsi qu'une prolongation de 2 ans des accords de contribution actuels afin de rétablir la stabilité. L'innovation est importante. Et en tant qu'organisation qui travaille avec des milliers de nouveaux arrivants chaque année, nous constatons directement comment les processus d'immigration fonctionnent. Les nouveaux arrivants font régulièrement face à des exigences documentaires complexes, à des obstacles numériques et à des délais de traitement prolongés. Même la moindre petite erreur peut retarder une demande de plusieurs mois, entraîner des pertes d'emploi, des difficultés financières, une séparation familiale et des impacts sérieux sur le plan de la santé mentale. Au cours des derniers mois, nous avons observé une hausse marquée de la vulnérabilité psychologique chez nos clients. Des organismes d'établissement comme le nôtre jouent un rôle essentiel pour aider les nouveaux arrivants à surmonter ces défis. Une collaboration plus intime entre IRCC et le secteur de l'établissement permettrait de résoudre nombre de ces difficultés. Permettez-moi de vous en souligner 5. Réduire les obstacles numériques et linguistiques, améliorer les communications avec les partenaires de première ligne, réviser l'impact des outils de traitement basés sur l'IA et veiller à ce que les instructions de demande soient claires, complètes et cohérentes. Les organismes d'établissement ne sont pas seulement des fournisseurs de services, ce sont des partenaires à part entière. Nous constatons chaque jour que les effets humains ont un effet. Et en travaillant ensemble, l'IRCC et le secteur de l'établissement peuvent rendre le système plus efficace. Permettez-moi de conclure ainsi. La réussite économique du Canada dépend de l'immigration. Et la réussite de l'immigration dépend de services d'établissement solides, stables et adéquatement financés. Lorsque les arrivants réussissent, le Canada réussit avec eux. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes de vos discours liminaires. Première ronde de questions. Commençons par M. Redcup. Merci, Madame la Présidente. Merci à tous les témoins de leur comparution aujourd'hui. Je vais commencer par le professeur Wordsworth. Vous avez parlé de la façon dont le gouvernement a fait pour la sélection et il y a d'autres facteurs basés sur la langue. Est-ce juste de résumer vos commentaires en disant qu'on s'y prend mal? Je pense qu'on va dans la mauvaise direction avec la sélection des immigrants. Je me suis concentrée sur la sélection selon les catégories et le processus de sélection provinciale. On avait un modèle qui fonctionnait bien. C'est un modèle qui était en place en 2015 et les changements depuis lors ont été sensiblement problématiques depuis. On s'est concentré sur les immigrants économiques. Je comprends ce que vous dites. On a un faible pointage dépendamment de la langue. Par exemple, les francophones, comment est-ce que ça rentre en ligne de compte dans la sélection? Vous avez parlé aussi du revenu, mais comment est-ce qu'on intègre le facteur langue dans le calcul? On a un système de pointage compréhensif. Je pense que ce processus doit être actualisé. C'était supposé d'être un processus évolutif, mais quand ça a été mis sur pied la première fois, les économistes à Statistique Canada s'est penché sur les revenus des immigrants à ce point-là et on se penchait sur les facteurs qui ont une incidence sur le revenu des immigrants. Et si le fait d'être francophone permet d'avoir plus de revenus à Vancouver, ça fonctionnerait, mais ça devrait être basé sur des données. Donc, les compétences sont devenues controversées. La nature des compétences, est-ce que les économistes considèrent comme un capital est mesuré en fait par l'économie? Mais il faut s'entendre sur les objectifs de la politique et se pencher plutôt sur des données. Il y a 3 ans, j'ai vu un article que vous avez rédigé dans lequel vous avez averti le Canada qu'une crise était imminente. Quel était le raisonnement derrière cet article? L'article auquel j'ai fait allusion est quelque chose que nous avons fait autour de cette date. C'était peut-être une version préliminaire de ce document, mais ce qui nous préoccupait, c'était le nombre croissant de
le niveau d'immigration permanente. Ce qui était un problème aussi, c'est la migration temporaire. Mais les deux changements combinés ont mené à une augmentation de la population sans précédent depuis les années 50. Et ça nuit à notre capacité à avoir une stabilité. Ça a amené son lot de difficultés, de défis. Et donc, c'est une combinaison des niveaux d'admissibilité, mais aussi le processus de sélection. Mon collègue ici a évoqué que justement la force, en tout cas notre main-d'œuvre va provenir aussi de la capacité des immigrants. Ce n'est pas le nombre de personnes, c'est leur capacité à atteindre le succès. Et moi, je parle ici des programmes économiques. Je soutiens fortement les programmes de réfugiés. On a besoin que les services soient également au rendez-vous, mais on devrait plutôt moins leur faire la prestation de ces services aux réfugiés économiques, aux immigrants économiques. Maintenant, la crise du logement, est-ce que ça rentre en ligne de compte? La réponse est que oui, ça a une incidence. On devrait être en mesure de bâtir les maisons et aussi avoir un système de santé qui suit l'immigration. L'une des règles de base que nous avons établies, bien, il faut se pencher sur le bassin d'immigrants et regarder les immigrants économiques qui vont gagner dans 10 ans un revenu supérieur. Mais s'il y a un grand nombre de personnes, il faut bâtir en conséquence les logements. Et si c'est impossible d'envisager, bien, à ce moment-là, il faudrait s'adapter. Il faudra réduire le nombre de réfugiés économiques. Nous avons 3 millions de résidents temporaires au Canada. Le gouvernement veut essentiellement mettre fin à leurs documents et on s'attend à ce qu'ils quittent le pays. Selon votre expérience, quand un résident temporaire voit ses documents arriver à échéance, est-ce qu'il quitte le pays ou bien vous croisez des gens qui sont toujours là au pays après que leurs papiers soient arrivés à échéance? S'ils ont un permis de résidence temporaire, ce qu'il arrive souvent, c'est qu'ils ne vont pas nécessairement quitter le pays. Mais pourquoi? La plupart du temps, ils vont essayer de contester et demander le droit de rester ici. La règle au IWSB, c'est qu'on les encourage justement de respecter les règles. Donc, quand les papiers sont échus, il faut quitter. Est-ce réaliste pour le gouvernement de s'attendre à ce que ces gens-là quittent les pays ou bien ils vont essayer de contourner justement leur échéance? L'attente est que si les documents sont échus, ils doivent partir. Mais selon votre expérience, est-ce qu'ils vont le faire? Oui, certains le font. Certains, mais pas tous. La plupart du temps, ils ne vont pas le faire, mais certains le font. D'accord. Merci, M. Radikoff. Merci, M. Amoussou. 5 minutes, M. Peter Fredescotis. 6 minutes, pardon. Ça va, Madame la Présidente? Sans problème. Professeur Warwick, merci de votre présence ici aujourd'hui. Vous serez surpris. Bon, en tout cas, on est tous des fans de hockey à cette table. C'est un sport canadien et les analogies sont pertinentes. Mais si j'amène l'analogie à la conclusion, vous parlez d'écart. Donc, si on parle d'écart des diplômes, donc un joueur de centre, un joueur de gauche ne sont pas nécessairement le même. Donc, si on parle du système économique, si on essaie de bâtir une économie en tenant compte des immigrants, bien sûr, on ne peut pas puiser des gens compétents au pays. À ce moment-là, je pense que votre analogie et votre argument ne s'appliqueraient pas. Dites-moi un peu plus sur votre analogie, parce que moi, j'ai du mal à comprendre. Si on essaie de justement avoir des gens compétents là où il en manque,
On voudrait des gens qui ont des horizons différents, qui ont des compétences différentes. Dans les métiers, c'est difficile de recruter des gens dans les métiers. Ça, c'est un exemple. Vous avez parlé de propriétaires d'entreprises dans les zones rurales et les collectivités. Ils ont du mal à recruter. Donc, si on a du mal à trouver des gens dans une certaine catégorie, à ce moment-là, je pense qu'on va se buter à des problèmes. Le système d'immigration devrait justement être au service de l'économie, d'abord et avant tout. Oui, donc très rapidement. Je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, en l'absence, sans un programme d'immigration, quand il y a une demande de certains travailleurs, les salaires devraient augmenter. C'est la règle de base. Selon mon expérience, si un emploi est contingent, en fait, connaît une pénurie, c'est souvent parce que c'est un emploi qui ne plaît pas aux gens. Donc, l'idée d'avoir des immigrants faire un travail que les Canadiens ne veulent pas, c'est pas un bon argument parce que les salaires ne vont jamais augmenter. Et comme mon collègue l'a mentionné, on dit qu'il y a toujours une pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la construction, mais les salaires ne suivent pas. Bon, je ne vais pas vous interrompre. Je serais bien content de faire le suivi avec vous après la réunion. Mais que direz-vous aux députés de l'Atlantique qui voient dans leur collectivité des installations de traitement du poisson et ils obtiennent des commandes de partout au monde, mais ils ne sont pas capables de justement répondre aux demandes parce qu'ils ont du mal à avoir les travailleurs pour faire justement la transformation du poisson. Donc, c'est un fait. C'est un fait. Vous ne cessez pas de m'interrompre. Moi, je note des faits. Monsieur Fredescaros, s'il vous plaît, permettez aux témoins de répondre à la question, s'il vous plaît. Donc, les salaires devraient augmenter jusqu'à ce que les gens se trouvant à proximité ou les gens de la Colombie-Britannique ou les gens de l'Ontario veulent déménager dans l'Atlantique pour y travailler ou qu'on trouve des technologies pour le faire, les compagnies ont du mal. On a des gens, des immigrants qui vont aller travailler à Toronto dans les restaurants de restauration rapide. Est-ce que ça n'aide pas ces compagnies? Je pense que ça réduit la qualité. Bon, surtout, vous me dites que l'installation, dans l'exemple que j'ai donné, on va dire aux entrepreneurs responsables de ces installations qu'ils devraient attendre à ce que les Canadiens de l'Ontario déménagent chez eux pour faire le travail. À un moment donné, que ces gens-là se réveillent du jour au lendemain et se disent qu'ils veulent travailler dans une installation de traitement du poisson. Si les gens au pays peuvent accéder à ces postes, oui, parce que les salaires n'ont pas suivi. Donc, c'est la réponse que vous m'offrez. C'est ce qu'on a fait au Canada pendant le premier 100 ans. On n'avait pas de programme de travailleurs temporaires. Et au sujet de votre autre question, au sujet des gens de gauche, gens de droite, j'ai regardé le document que vous avez référé aujourd'hui. Si vous comparez les travailleurs économiques francophones qui travaillent à l'extérieur du Québec comparativement aux autres immigrants économiques qui travaillent dans toute autre langue, leurs salaires sont 20% moins. Donc, il y a vraiment un coût associé à ces politiques qu'on applique. Ça veut dire que ces gens payent moins d'impôts, ils ont besoin de moins de services et ça coûte de l'argent aux Canadiens. Professeur Wersock, je pourrais répondre à vos questions après. C'est clair, nous sommes un pays bilingue. Nous sommes très fiers pour ça. Est-ce que tu pensais que le système d'immigration jouait un rôle important dans cette vision? Absolument, parce que, étant un pays bilingue officiellement, Immigration Citoyenneté Canada a fait un effort pour la promotion des deux langues. Donc, on peut avoir des programmes Link en anglais et aussi des programmes pour apprendre le français. Et ça, c'est une opportunité exceptionnelle qu'offre le Canada d'investir dans la formation langagière des nouveaux arrivants. C'est important et je dis toujours aux gens, essayons tous d'être bilingues ou multilingues. Et c'est vraiment une bonne chose que IRCC prenne en considération la formation dans les deux langues officielles du pays.
Merci. Thank you, Mr. Frediscos. Merci, M. Amoussou. Merci, M. Frediscos. Merci, M. Amoussou. M. Brunel-Duceppe, 6 minutes à vous. La présidente, si on veut rester dans les analogies de hockey, effectivement, le premier ministre du Canada a utilisé, ainsi que toutes ses troupes libérales, l'expression « elbow up » pendant la dernière campagne électorale, qui se traduit en français par « lever le coude ». Ceci dit, elbow up en anglais, ça veut dire se protéger au hockey. Lever le coude en français, ça veut dire prendre un coup ou prendre une brosse par chez nous. Donc, vous voyez, il y a quand même des différences entre le français et l'anglais qui font en sorte que c'est pertinent de soulever la diversité des mots, même lorsqu'ils sont traduits mot pour mot. Ça ne veut pas dire que ça a nécessairement le même sens. Est-ce que j'ai bien compris, M. Warswick, que lors de votre allocution de départ, vous avez dit que les critères comme, par exemple, l'immigration hors Québec, ça nous éloignerait de nos objectifs économiques, ou peut-être que j'ai mal compris, justement, là. Could you repeat the question? Oui, Sorry. est-ce que j'avais bien compris, lors de votre allocution de départ, vous avez dit qu'entre autres, des critères comme l'immigration francophone hors Québec, ça viendrait nous éloigner de nos objectifs économiques en termes de nouveaux arrivants économiques? I think my concern is Ma préoccupation est que ça mènerait à un apport de nouveaux arrivants économiques au Canada, mais pas au Québec, qui représenterait un capital humain inférieur. Donc, ils auraient un moindre salaire et ils paieraient moins d'impôts. C'est là que je veux en venir. Et en la vitalité des communautés francophones hors Québec? Yeah, I think that's important, Oui, but je trouve cela très important, mais je suis loin d'être confiant que cette politique contribuerait à cela. C'est ça ma préoccupation. On n'est pas en mesure de cibler les immigrants permanents à des endroits précis. Avec les migrants temporaires, oui, on peut les amener à des endroits précis. On peut amener quelqu'un à Toronto qui est francophone, qui n'interagirait pas beaucoup avec d'autres francophones ou d'autres personnes qui voudraient parler français. Et ils ont le droit de déménager à Québec et à Montréal parce que la résidence permanente leur permet. Et c'est ma préoccupation. La réflexion que vous faites, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais je comprends la réflexion que vous faites. Est-ce que à ce moment-là, ça serait la même chose à l'inverse? Donc, est-ce que vous diriez que l'immigration anglophone au Québec nuirait à nos objectifs économiques? Parce que si c'est vrai pour Pitou, c'est vrai pour Minou. Bonne chance avec ça. yeah. Well, I wasn't planning to come to. Je ne prévoyais pas parler du système de sélection au Québec. Vous avez vraiment dit, grosso modo, que l'immigration francophone hors Québec nuisait à nos objectifs économiques. Donc, moi, je vous demande, est-ce que c'est l'inverse est-il vrai? Est-ce que l'immigration d'un anglophone au Québec nuirait à nos objectifs économiques? I think I understand your question. Yeah, Je pense comprendre votre question. Je dirais que ce serait le cas si les anglophones allant au Québec en vertu du système fédéral ont des revenus moindres. Moi, la question de la langue importe peu. Le programme fédéral devrait être axé sur le revenu des immigrants dans 10 ans. Donc, ça revient finalement à la question. Bon, si ça n'arrive pas, s'ils n'ont pas de revenus supérieurs dans 10 ans, ça pose problème. Et vous en faites ce que vous voulez. De peut-être oublier un peu, lorsque vous faites ce genre de présentation-là, c'est très sensible, la langue, surtout dans les communautés qui sont en situation minoritaire à l'extérieur du Québec. Et l'immigration francophone hors Québec, pour les francophones à l'extérieur du Québec, c'est éminemment important, voire vital pour la survie et la croissance de leur population. Et à ce moment-là, il ne faut pas seulement le voir d'un point de vue économique. Puis, tant qu'à moi, c'est aussi ça a un aussi bon potentiel au niveau économique de toute façon. Mais vous en faites ce que vous voulez.
franchement, il n'y a aucun jugement de ma part. C'est une suggestion que je vous fais. C'est important, dans un pays qui se dit avoir 2 langues officielles, de favoriser les communautés en situation minoritaire linguistique. Ce qui m'amène à vous, malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai passé beaucoup de temps avec monsieur, j'aurai plus de temps avec vous, monsieur Amassou, mais j'aimerais savoir c'est quoi les principaux obstacles qui sont rencontrés par les nouveaux arrivants dans les premières étapes du processus d'immigration? Oui. Les principaux obstacles sont essentiellement de trouver un travail qui correspond vraiment à leurs compétences, qui valorise ce qu'ils sont. Donc, ils commencent toujours par un travail précaire, pas bien payé, et ça prend un long temps avant de pouvoir atteindre leur plein potentiel. Ça, c'est la seconde chose aujourd'hui, surtout en Ontario, c'est le logement qui est devenu un problème. N'ayant pas un crédit, c'est difficile que les bailleurs les acceptent. Ça devient un vrai problème. On trouve des gens de plus en plus à qui on demande parfois jusqu'à 6 mois de dépôt avant d'avoir un logement. Et la troisième chose importante, pour les francophones en général et les allophones, c'est l'apprentissage de la langue. Et nous avons reçu beaucoup de gens d'autres pays. Et pour vraiment apprendre l'anglais et pouvoir fonctionner, c'est au moins 4 ans d'investissement. Et certains ne veulent pas le faire, mais ça ne fait que retarder leur intégration économique pour que cela soit un succès. Merci, Monsieur Brunel-Duceppe. Merci, Monsieur Amassou. That ends our first round. Voilà qui met un terme à la première série de questions. Nous allons passer à des séries de 5 minutes avec Monsieur Davis. Merci, Madame la Présidente. Je vais enchaîner sur 2-3 choses. Vous avez piqué mon intérêt. C'est-à-dire le lien avec l'augmentation salariale potentielle pour attirer des actifs. Alors, selon vous, compte tenu de la politique d'immigration actuelle, diriez-vous que celle-ci supprime la question des salaires? Bon, on pourrait soutenir... j'ai publié un autre article en 2020 au sujet du programme des travailleurs temporaires à partir des données qui avaient été émises par le gouvernement Harper, c'est pas les plus récentes, et nous avions fabriqué un modèle empirique disant que ce programme pouvait justement abaisser les salaires, avoir un effet d'abaissement sur les salaires. Alors, est-ce qu'on bloque l'augmentation des salaires? Personnellement, je craindrais que si les salaires n'augmentent pas, on va avoir des manques de main-d'œuvre chronique, on va s'en remettre de plus en plus sur des programmes d'immigrants temporaires, moins sur une immigration à long terme. Et beaucoup de pays, justement, ont réglé cela en permettant l'augmentation des salaires. Et puis, il y a des gens qui se plaignent des taux de pauvreté et des inégalités qui sont croissantes. Et la façon la plus efficace de régler ce problème, c'est de favoriser l'augmentation des revenus. Écoutez, est-ce que vous avez constaté des différences sur le plan régional, justement, dans cette progression des salaires? Bonne question. A priori, je dirais que la croissance est plus rapide dans l'Alberta, mais cela est dû au secteur des ressources qui est très solide. Mais il faudrait que je fasse des recherches plus poussées. Vous avez dit qu'il y avait un déficit des compétences, qu'on pourrait dire déficit des compétences. Alors, c'est ce qui se passe dans le secteur postsecondaire. On dirait qu'il y a eu une augmentation temporaire des étudiants venus d'autres pays. Et les problèmes que j'ai constatés, c'est que les changements apportés par le gouvernement
dans la façon dont les diplômés peuvent obtenir un travail et obtenir à terme la résidence temporaire, ces programmes-là ont été suspendus. Et chez moi, ça a eu un impact marqué sur les établissements d'enseignement. Il y a des programmes qui ont été éliminés, etc. Et ce sont des programmes de 2-3 ans. Avant, on pouvait avoir un permis de travail correspondant à l'équivalence de la durée d'études. Et maintenant, il faut partir. Moi, je regarde ce qui se passe du côté des fabricants de bière. Je ne veux pas manquer de respect aux arts libéraux, mais si on a un diplôme en sociologie, on peut rester pour la durée équivalente des études effectuées. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème là de ce 2 poids, 2 mesures? Eh bien, j'ai écrit quelques articles dans le Global Mail sur ces questions. Je serais ravi de vous en parler après. Alors, j'ai été assez régulier, c'est-à-dire que les étudiants étrangers, c'est une bénédiction pour le Canada, mais il faut réaliser un équilibre. Et que quelqu'un reste après les études ou pas, il faut appliquer exactement les mêmes critères que pour l'immigration économique. Pour permettre à un résident économique, un immigrant économique, il faut qu'il passe à un niveau salarial supérieur à la moyenne à terme de 15 ans. Alors ça peut être le cas dans certains programmes universitaires, pas dans tous. Ce serait une belle façon d'aborder l'analyse. En tant que professeur universitaire, évidemment, on favorise les universités. Ben, écoutez, à titre anecdotique, je peux vous dire que vous avez tout à fait raison. Au sujet de l'impact de la croissance salariale, on a vu des augmentations marquées dans le secteur dans lequel je travaille, simplement parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Et ça, évidemment, ça permet de fixer les gens sur place, d'en attirer davantage parce qu'ils gagnent plus. Et vous l'avez dit. Vous dites que votre recherche pointe dans ce sens, c'est-à-dire que les politiques de l'immigration devraient, à terme de 10 ans, amener les gens à des salaires supérieurs à la moyenne des salaires actuels. Merci, Monsieur Davis. Excusez-moi, professeur, nous avons dépassé notre temps. Vous pourrez revenir là-dessus plus tard. Nous avons 5 minutes de Monsieur Zuberry. Merci. Alors, professeur Worswick, je vais rester avec vous. Est-ce que vous connaissez le contexte du chômage des immigrants au Québec? Est-ce que vous connaissez le contexte des communautés d'immigrants et de l'emploi? Bon, plus ou moins, pas autant que le reste du pays. Mais écoutez, je comprends tout à fait, étant donné d'où vous venez. Est-ce que vous connaissez, grosso modo, les grands titres dans le domaine? Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs études qui ont indiqué le fait que les Maghrébins ou les Nord-Africains sont particulièrement sous-employés par rapport à un Québécois moyen? Écoutez, ça me surprend de l'apprendre. Je suppose que vous n'êtes pas au courant. Pas récemment. Écoutez, si je vous en parle, c'est parce que justement je veux parler d'une autre question avec Monsieur Amoussou. Que des communautés diversifiées fassent des obstacles qui d'autres communautés ne fassent pas. Donc, il y a par exemple les accents, la reconnaissance d'éducation, du travail, d'autres choses comme ça. Et ce phénomène, ça existe partout au pays, pas seulement dans une province ou une autre, mais partout au pays. Have you seen this phenomenon existing? L'avez-vous vous-même constaté dans votre pratique? Quelque part, quoi qu'on dise, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne et que, en étant immigrants, tout devient beaucoup plus difficile parce que nous sommes immigrants, nous sommes une génération nouvelle ici et dans ce que nous faisons, et on a remarqué, ça prend 10 ans pour un nouvel arrivant pour rattraper le niveau de quelqu'un qui est né au Canada. Donc, dès que vous mettiez pied au Canada, vous avez 10 ans de retard, quelle que soit votre éducation. Et qu'est-ce que nous faisons
dans notre processus d'intégration. C'est de réduire ces 10 ans, de les ramener peut-être à 5 ans, si possible, mais ça reste un gros défi. Donc, vous êtes né au Canada, quelqu'un est né en Algérie, au Bénin, il vient ici, vous avez étudié, vous avez les mêmes diplômes. Le nouvel arrivant a 10 ans de retard à rattraper, et surtout en termes de salaire. Mais, contrairement au professeur, je n'aimerais pas réduire l'immigration au Canada pour des raisons économiques. Oui, nous voulons réussir économiquement, mais il y a aussi un côté humain qui fait que ce que nous recevons, ce qu'il faut faire, c'est de faciliter le processus pour qu'il puisse arriver aussi à contribuer de façon substantielle à l'économie du Canada. Mais pas dit, on te choisit seulement parce que tu peux faire $100,000 et l'autre, il ne fera jamais $60,000, donc il faut qu'il rentre chez lui. Je crois que ce n'est pas bon et ce n'est pas une belle image pour nous comme pays. And we're all paying taxes, whoever's working and a salary. Eh bien, il y a des employés salariés qui sont soumis à des taxes, un fardeau fiscal. Alors, très rapidement, je vais vous poser une question rapide. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit dans le témoignage? Eh bien, c'est très intéressant comme débat qui illustre justement le fait qu'il y a lieu d'avoir une conversation plus importante sur l'immigration. Ce sont des enjeux complexes. Il y a des limitations à une approche purement économistique, pourrait-on dire, c'est-à-dire visant à maximiser les revenus. En Colombie-Britannique et partout au pays, le système de soins de santé est un obstacle. Le sort des travailleurs de la santé qui sont essentiellement des étrangers venant de l'étranger. Et il y a des salaires qui sont versés à au personnel ménager, par exemple, et à d'autres, qui empêche finalement de véritablement augmenter les salaires. Et l'augmentation des salaires, d'ailleurs, n'est pas une solution pratique aux problèmes démographiques et de progression de la population. On peut comparer les payes des gens tant que l'on veut. La population d'actifs est en diminution. On a un problème démographique. Alors je comprends tout à fait l'argument économique du professeur Worthwick. C'est valable. Mais ce n'est pas la totalité de l'équation. Merci beaucoup, M. Holman. Merci, M. Zouberi. Brunel Duceppe. Merci, Mme la Présidente. Monsieur Amoussou, moi, je viens un comté qui est assez éloigné, le nord du Québec, en fait, le Lac-Saint-Jean. Il y a de plus en plus de nouveaux arrivants qui viennent sur notre territoire. On est heureux de les accueillir. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. On est devenu, le bureau de député, une extension de IRCC parce que les gens n'arrivent pas à parler à quelqu'un. Ils sont des fois perdus dans le processus. Et on est ici pour parler du processus, justement. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème évident lorsque les gens sont perdus un peu dans les différents processus d'immigration au Canada et qui ne peuvent pas tout simplement être accompagnés par le gouvernement fédéral parce qu'ils n'ont pas accès à des services directs? Est-ce que c'est pas là un problème? C'est un gros problème et le problème a été intensifié dernièrement avec l'usage de l'intelligence artificielle où on parle à des machines et parle à des personnes humaines ou bien on remplit les fiches et dès qu'il y a une erreur, le tout est retourné. Aujourd'hui, même pour nous autres qui sommes une organisation en collaboration directe avec IRCC, vous appelez un agent, vous pouvez faire 4 heures, personne ne prend. Et c'est déjà frustrant pour des organismes partenaires comme nous. Imaginez un client qui appelle et des fois, on n'a jamais de personne. Je crois qu'on n'a pas fait un système qui va se faire en autopilotage par AI. Je crois qu'il y a un côté humain très important et des fois, nous avons, à part la catégorie économique, des gens vulnérables qui arrivent, des gens qui ont des barrières linguistiques, mais ils doivent parler à des robots ou à l'intelligence artificielle. C'est vraiment dommage. C'est bon, il faut un usage équilibré. Sorry, point of order. Excusez-moi, rappel au règlement. La caméra n'est pas correctement braquée. Ça n'est pas sur les témoins. Oui, on aime beaucoup, Peter. Witness. They're looking very handsome. Moi, je vois les témoins. Ils sont très beaux. C'est seulement les libéraux qui sont à l'écran.
Oh, c'est changé, c'est réglé. Merci. Intervention inaudible, désolé. On termine à 18h30 de toute façon. OK. Et vous avez absolument raison. Le ministère de l'Immigration devrait être le ministère le plus humain. Et ce qu'on entend, c'est que c'est le moins humain de toute la gang. À l'époque, il y avait des bureaux dans les régions, des bureaux du ministère de l'Immigration où on pouvait se pointer, comme il y avait des bureaux de chômage aussi. Ça ne sera pas là. Des fois, on pense que le progrès est juste par en avant. Est-ce qu'on ne peut pas, des fois, utiliser ce qui se faisait bien dans le passé et s'en inspirer? Ça ne serait pas là une solution? Oui, absolument, parce qu'on a des clients qui sont vulnérables et qui ont des défis linguistiques. Et parler avec une personne, cela aide plus que parler à l'intelligence artificielle ou à un chatbot. Merci, Monsieur Amoussou. Merci, Monsieur Brunel-Duceppe. OK, we have only 4 minutes left. Il nous reste 4 minutes. 2 minutes à Monsieur Cram et Madame Tacha. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le professeur Waswick, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai lu avec intérêt un article paru dans la presse au sujet des travailleurs temporaires. Vous l'avez cité à quelques reprises, dans lequel vous dites préoccupé par par le fait qu'on s'en remet de plus en plus sur ces travailleurs et cela va avec des conséquences à long terme. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle mesure c'est limitatif sur le plan de l'augmentation des salaires? Encore une fois, la façon dont ce programme fonctionne, c'est du moins la façon dont ça a été annoncé, c'est que il y a si on demande à engager quelqu'un au prix du marché et que ça ne fonctionne pas, on peut à ce moment-là faire venir un travailleur étranger. Ça semble innocent, mais à terme, on peut se retrouver dans une situation où il y a un apport considérable de travailleurs à bas salaire et la courbe des actifs va s'infléchir à terme. Alors, on aurait pu l'anticiper parce que les travailleurs temporaires en général sont plus âgés. Plutôt que des adolescents. S'ils perdent leur emploi, à ce moment-là, il faut qu'ils rentrent dans leur pays d'origine, tandis qu'un immigrant, un résident permanent, peut passer à un autre emploi au Canada. Donc là, déjà, il y a un déséquilibre et moi, je dirais que ce genre de programme, à cause de cela, va donner lieu à un abaissement des salaires à terme. Soit dit en passant, à la fin de l'article, vous faites une recommandation au sujet du programme des travailleurs temporaires. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Vous avez 20 secondes. Nous devons l'éliminer. Nous devons avoir une immigration permanente et avec une composante économique qui viserait les gens potentiellement à haut revenu avec résidents et on laisserait les emplois aux résidents et aux Canadiens. Merci beaucoup. Les 2 dernières minutes vous reviennent, Madame. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci d'avoir pu poser une question en tant qu'invité. Professeur Holman, Monsieur Holman, au début, vous avez dit que vous aviez 2 recommandations. D'abord, et je paraphrase, c'est-à-dire transformer le plan des niveaux pour qu'il soit plus exhaustif. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, merci d'avoir l'occasion de préciser ma pensée. Les plans de niveau actuellement tiennent compte des rétroactions, mais on entend effectivement de ce qui se passe au niveau des communautés, des différents secteurs. Et à long terme, c'est un processus qui concerne tous les gouvernements et il en a été question dans les différentes réunions, c'est-à-dire qu'il faut coordonner entre l'ensemble des gouvernements, pas uniquement au niveau des IRCC, pour les différents flux d'immigration. Il faut raisonner en termes de complémentarité. C'est beaucoup plus structuré, ça a une influence plus forte sur la société. Pour l'instant, il y a une consultation poussée qui a été entamée par IRCC, mais ça ne s'applique pas à tout le gouvernement ni à l'ensemble de la société canadienne.
Et on voit ici que au niveau de la couverture, on traite généralement de deux choses. D'abord, une des recommandations, justement, c'est de fixer des objectifs stratégiques beaucoup plus clairs pour ce qui est des raisons économiques et humanitaires en tant que flux d'immigration. Eh bien, malheureusement, je crois que c'est tout le temps que nous avions, Madame Derksen. Je tiens à remercier tous les témoins pour le temps qu'ils nous ont accordé. Nous aurons peut-être vous aurez peut-être des précisions que vous voudriez apporter et je vous invite à le faire par écrit. Et avant de lever la séance, Monsieur Brunet-Duceppe doit partir très vite. Donc, pour ce qui est du rapport, de l'ébauche de rapport pour l'étude sur les étudiants étrangers, cette ébauche devrait être remise le vendredi 20 février. Et nous allons prévoir une première réunion le mercredi 21 février pour en parler. Et nous envisageons justement de travailler sur l'immigration. Voilà donc grosso modo le plan de travail. With that, it is now 6:30. Alors ceci, il est exactement 18h30.